Bonjour à tout le monde. Je suis Jérôme Roth, je suis le président de l'UIA. Merci pour être là ce matin. Je dis ce matin parce qu'il est 7h30 du matin ici à San Francisco, où je suis moi. Je sais que la plupart d'entre vous sont dans d'autres parties du monde et je vous remercie d'être là avec nous ce matin pour ce séminaire sur l'insolvabilité qui va être très intéressant. Nous avons un panel d'intervenants qui est très impressionnant et merci pour être là avec nous sur ça. Comme vous savez, l'UIA reste très actif pendant cette période du COVID. On a des webinaires, comme vous savez bien. On a des films, on a des podcasts. Nous avons mis notre deuxième podcast sur notre site hier et nous aurons notre premier podcast en français la semaine prochaine. Nous avons fait beaucoup de choses avec nos sœurs, avec nos organisations sœurs. Et du coup, j'espère que vous pourrez profiter de toutes nos activités pendant cette période. Avec ça, je vais passer la parole à Hervé, mon successeur, notre vice-président de l'UIA, qui va être le modérateur ce matin. Je vais éteindre mon caméra. Et bonne chance, bon séminaire et merci pour être là. Au revoir. Au revoir, Hervé. Bonjour à tous et un plaisir de vous retrouver, même si c'est par la voie télématique. Effectivement, il m'a été donné la possibilité de jouer le rôle de modérateur dans le cadre de ce webinaire qui porte sur les moyens pour faire face à l'insolvabilité dans l'ère post-Covid. Je dois dire que cette période a été une période qui a beaucoup marqué l'ensemble des citoyens en règle générale et des professionnels. Nous avons connu des moments difficiles au sein de nos activités. Les entreprises ont été fortement impactées par l'ensemble des dispositions qui ont été prises et surtout par ce confinement qui a été, en termes économiques, dévastateur. Comme on dit et comme on l'a fait remarquer dans le cadre des activités économiques, on a joué plus la santé que l'on a joué l'économie. Mais aujourd'hui, le chemin va être difficile pour pouvoir remonter cette pente. Néanmoins, le sujet était intéressant parce qu'il était important de pouvoir déterminer la façon et le comportement avec lequel les organismes institutionnels, les gouvernements ont pris en charge cette mesure pour pouvoir apporter le soutien nécessaire, notamment aux entreprises qui allaient être en difficulté. Et alors, nous avons des intervenants de marque qui sont aujourd'hui avec nous. Nous avons notre confrère et ami Ángel María Ballesteros Barros, qui est en fait le représentant au sein de l'UIA des organisations internationales. Il est à Jerez de la Frontera, en Espagne. Celui-ci m'excusera pour tous les titres honorifiques qu'il a. Il est également professeur, mais dans la présentation, je n'ai pas tout son pédigré. Il nous dira une présentation complémentaire parce que je crois qu'il a des fonctions professorales en même temps que celles d'avocat. Nous avons ensuite notre confrère, alors bien sûr Andrel qui représente la partie espagnole, mais vous verrez qu'il a fait un sujet intéressant parce qu'il a essayé d'avoir une activité transversale sur ces points. Ensuite, notre confrère Volker Romermann, qui représente l'Allemagne dans le cadre des activités aujourd'hui et des présentations qui vont être faites. Ils parlent tous les deux merveilleusement français, ce qui nous rend un peu jaloux pour notre confrère allemand parce que ça a été une langue un peu difficile à apprendre, mais il va nous donner également la position et la façon dont Madame Angela Merkel a réglé cette situation en Allemagne, qui est toujours citée en exemple. Cher Volker, dans tous nos journaux, on dit tout se passe, tout est difficile et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, comme pour le foot. On verra cette fois-ci si c'est l'Allemagne qui gagne cette fois-ci. Alors, je ferai également la présentation pour la France et les mesures qui ont été prises. Nous avons fait la chose suivante, c'est de dire que nous avions à peu près un quart d'heure d'intervention pour pouvoir laisser la possibilité, vous qui nous suivez et devant cet écran pour l'instant où on ne vous voit pas mais on vous connaît dans le nombre de participants, de façon à avoir vos réactions et les questions que vous posez suite à cette présentation. J'ai assez parlé. Andrel, je te donne la parole
pour pouvoir intervenir. Merci beaucoup, Hervé. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent online de tous les pays du monde. Nous sommes enchantés d'être avec vous cet après-midi, ce soir ou ce matin, ça dépend du pays. Et l'idée, c'est de partager nos idées, nos réflexions sur un sujet assez lourd parce que c'est quelles mesures ont été adoptées pour les pays dans cette ère post-Covid qui nous a vraiment frappé tous les pays du monde. Mon intention, c'est de trancher un peu des questions transversales, comme vient de dire Monsieur le Vice-président, concernant une étude de droit comparé sur les mesures qui ont été prises pour les différents pays et gouvernements du monde. Les réflexions vont être sur la base des différentes études qui ont été faites pour la Banque mondiale, pour des associations comme INSOL International, comme des études qui ont fait un droit comparé pour l'Union européenne, la Commission européenne, et aussi des études de faire un droit de travail. Et mes idées vont être sur le point de trois mesures, trois groupes de mesures. D'abord des mesures préventives, après des mesures sur la procédure d'insolvabilité elle-même, et après des mesures supplémentaires qui doivent être abordées en dehors des procédures d'insolvabilité, mais qui sont très importantes pour le soutien des entreprises. Et donc, dans cette perspective, nous devons d'abord aborder quelles mesures préventives ont été adoptées pour les différents pays. Je dois dire d'abord qu'il y a des mesures qui font les efforts sur les plans de restructuration et de réorganisation des entreprises. RB après nous dira sur la France aussi comment ça marche, mais je crois que la mesure plus importante à cet égard, c'est la moratoire des délais de paiement prévus dans ces différents plans de réorganisation qui ont été adoptés dans des pays différents comme l'Autriche, la Belgique, France, en Espagne aussi, l'Italie ou la Suisse, et qui donnent la possibilité d'élargir un peu les délais de paiement pour profiter ces différents mois de pandémie et essayer d'arriver à un accord de restructuration avec le temps suffisant pour éviter la procédure. Et dans cette même sens, en France aussi, il y a eu des prorogations de la durée des procédures de conciliation préalables. Et la troisième mesure, la plus importante en droit continental européen, en droit de l'Union européenne, dans la plupart des pays, il y a l'obligation de déclarer l'état d'insolvabilité ou de déposer le bilan dès que la situation de paiement et de dette est produite. Et en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Grèce ou au Luxembourg, ont été adoptées des mesures concernant la suspension de ces délais. Et en Espagne, par exemple, c'est un délai de 2 mois après la situation d'insolvabilité pour déposer le bilan. Donc, la loi espagnole a prorogé, a suspendu ces délais jusqu'à la fin de l'année. Donc, le 31 décembre 2020, c'est le délai jusqu'à lequel l'entrepreneur peut déposer son bilan, déposer la procédure. Et donc, il y a tous ces mois, tous ces 10 mois dans l'année pour décider dans quel moment nous pouvons déposer le bilan ou retarder un peu cette décision. Aussi, dans ce même sens, mais d'ailleurs des procédures collectives, il y a eu des mesures comme en Colombie, en Espagne ou en Italie sur les droits des sociétés pour la suspension d'un autre délai, la suspension du délai de recapitalisation ou de dissolution de la société en cas de que la loi oblige l'entreprise en situation de faillite ou en situation de dette à déposer la dissolution de la société auprès du registre de commerce.
En Espagne, on a décidé de suspendre ces délais de la loi pour éviter la dissolution et la liquidation des sociétés sur le plan du droit des sociétés, pas sur le plan du droit de la suspension de paiement, mais qui est aussi en Espagne, par exemple, un pays qui est très peu flexible à cet égard. Donc, ces différentes mesures, on peut partager qui pourront être intéressantes pour éviter la procédure d'insolvabilité. Et je crois, à la fin, je dirais que, à mon avis, c'est les mesures qui devront être adoptées pour la plupart des pays pour éviter des procédures. Dans un deuxième moment, déjà dedans la procédure d'insolvabilité, il y a, je peux partager 4 réflexions sur 4 matières concernant la procédure et des mesures qui ont été en droit comparé adoptées au même niveau. C'est d'abord la moratoire des procédures d'exécution des créances et de résiliation des contrats. Je crois que en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, Grèce ou la Tchéquie ont adopté des législations très intéressantes à cet égard pour éviter d'arriver à des procédures d'exécution qui empêchent d'avoir la viabilité des entreprises. Si les mesures d'exécution sont prises sur la faillite de créances, la procédure est suspendue, mais à la fin de l'état d'alarme de la pandémie, ça, si on ne fait pas cette moratoire, on empêche la viabilité des entreprises. Et deuxièmement, concernant l'interruption des procédures juridictionnelles dans une façon plus générale, et les délais de prescription. Ça, c'est une mesure intéressante dans différents pays de l'Union européenne qui ont décidé d'abord, depuis l'état d'alarme, suspendre toutes les procédures. Normalement, il y a une réservation pour des audiences très urgentes, des mesures urgentes et complémentaires qui ne peuvent pas attendre dans le temps, mais qui ont supposé une prorogation des situations aussi dans la procédure d'insolvabilité pour éviter que les délais courent très rapides et que la procédure se développe sans temps de réagir à la fin. C'est aussi intéressant de poser le point sur les droits de common law. Ils ont décidé la suspension dans plusieurs pays des actions de responsabilité contre les administrateurs. Par exemple, au Royaume-Uni, ils ont décidé de suspendre l'action wrongful trading liability. Et aussi en Australie, au Singapour, on a décidé de suspendre les délais de commencement de ce type d'action contre les entrepreneurs. Et ça attire mon attention parce que ce n'est pas partagé dans la plupart des pays, ce type de mesures, mais je pose la question de si c'est intéressant, si vous partagez ça ou pas, à l'égard d'empêcher des actions de responsabilité compte tenu de la difficulté montrée pour la pandémie. Et d'abord, une question qui est très intéressante et qui c'est maintenant objet de traitement pour l'UNCITRAL, c'est aborder un régime d'insolvabilité simplifié pour les micro, petites et moyennes entreprises. En UNCITRAL, où l'OIA participe, moi-même participe au nom de l'OIA dans ces travaux, il y a déjà un régime d'insolvabilité simplifié pour les petites et moyennes entreprises qui, dans cette époque du Covid, il y a des pays qui ont adopté cette mesure décidée et recommandée pour l'UNCITRAL, par exemple les États-Unis, le Brésil, la Colombie ou la Suisse, et ont adopté très rapidement des systèmes avec plus de flexibilité pour possibilité que dans ces petites et moyennes entreprises, qui dans la plupart des pays sont la majorité des sociétés, avoir une procédure flexible et simplifiée de la procédure. Le troisième groupe de mesures, il s'agit de mesures
et qui indirect ou directement ne sont pas dans la procédure d'insolvabilité, mais qui sont liés à la situation d'insolvabilité. Et je crois qu'il faut faire beaucoup d'attention à ces 4 mesures. D'abord, les reports de remboursement des prêts bancaires. Et il y a pas mal de pays qui ont décidé de reporter les paiements et les délais de paiement dans le remboursement des prêts bancaires, y compris les prêts hypothécaires. Et en Espagne, il y a une très forte réforme à cet égard. Et aussi, nos confrères de l'Allemagne nous pourraient parler s'ils veulent sur ce sujet-là. Il y a un autre sujet très important dans cette époque, que c'est le financement post-insolvabilité. Hier, dans la session en espagnol, c'était posé cette question pour José Pajares, qui avait bien abordé cette question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour le financement et pour l'apport de fresh money pendant la procédure. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont essayé d'avoir des normatifs et des normes claires sur les privilèges otorgués à ce type de financement post-insolvabilité. Et par exemple, aux États-Unis, en Singapour et en Colombie, ils ont adopté très rapidement des mesures concernant ces financements pour possibilité des aides financières des banques et des tiers et pour aider la viabilité de la société sans avoir nécessairement des règles de subordination de prêts. Et c'est la règle. En Allemagne ou en Italie, par exemple, ils ont décidé de suspendre l'application de la qualification comme crédit subordonné des prêts autorisés, par exemple, pour des sociétés appartenant au même groupe. Ils ont décidé que ce type de financement ne soit pas pour la règle de subordination des prêts, qui est la règle, par exemple, en Espagne, et pour ce type de prêts otorgués pour des sociétés parallèles du même groupe ou qui appartiennent au même capital social. Et une autre mesure supplémentaire qui est déjà polémique aussi, parce que c'est une mesure financière aussi, c'est la suspension des contrats de travail. En Espagne, par exemple, il a été adoptée une mesure concernant les procédures qui ont été appelées ERTE, les procédures de licenciement ou de suspension collective des conditions de travail, qui ont été surmontées dans une somme de 4 millions de travailleurs et que je voudrais bien comparer un peu avec les différents pays, parce que c'est intéressant de voir comment dans tous les pays il y a des systèmes similaires à cet égard. Hier, on a parlé avec Hervé et avec Volker sur le chômage partiel et le nombre de travailleurs qui ont été affectés depuis le mois d'avril et le mois de mai, ça c'est des données apportées pour le European Trade Union Institute, sont très impressionnants. Non? En France, par exemple, il y a plus de 11 millions de travailleurs qui ont été affectés pour des mesures de short-time workers ou similar schemes. En Allemagne, il y a plus de 10 millions ou 6 millions pour le Royaume-Uni. Ça nous donne un peu l'idée de volume de travailleurs affectés pour des mesures après cette pandémie, et qui je pose des questions à vous, les experts de France et Allemagne, s'ils veulent dire quelque chose sur ça après. Pour ne pas occuper beaucoup de temps, je voudrais bien pour faire des remarques finales, d'abord sur des mesures engagées. Pour les pays qui ne l'ont pas fait encore, je crois que c'est très important de moderniser les procédures de sauvegarde, comme en France, et les procédures de out-of-court workouts dans les pays qui ne l'ont pas. En Espagne, on est en train de changer la législation pour moderniser un peu ce type de procédure, parce que les taux de majorité à adopter pour les sauvegardes sont très compliqués à avoir des agreements avec ça.
Deuxièmement, l'idée, c'est prolonger le délai de procédure et le moratoire pour le paiement de plans de réorganisation. Je crois que c'est très important, ces mesures. Et aussi d'adopter des règles spéciales pour les petites et moyennes entreprises comme l'UNCITRAL travaille dans ce moment-là. Et pour des outils internationaux, et pour finir, je voudrais bien avoir en compte trois types de mesures. D'abord, la directive de restructuration de l'Union européenne qui est en train d'être transposée aux différents pays. Je voudrais bien savoir quel est le résultat final de la période de transposition, parce que la pandémie vient de coïncider avec cette période où les pays doivent changer sa législation et tous les pays États membres pourraient profiter pour améliorer ces procédures de restructuration. J'attends aussi des mesures financières plus fortes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et dans le groupe de 5 d'UNCITRAL, en parallèle à l'insolvabilité des petites et moyennes entreprises, il y a aussi l'étude du travail futur qui pourrait être les règles uniformes sur les droits applicables, qui pourraient donner des solutions uniformes dans tout le monde, dans des problèmes qui sont assez communs, comme le problème de la faillite et l'épidémie du Covid. Et voilà, je voudrais m'arrêter dans ce moment-là et merci pour votre attention. Ah, Hervé, pardon, on ne vous entend plus. Et là? Oui, là c'est parfait. J'ai toujours quelques problèmes avec cette technique. Message pour Colette, il y a Roman qui demande à avoir le lien pour pouvoir nous rejoindre, si c'est possible. Il voulait écouter Andrel, si vous pouvez lui transmettre, je n'ai pas eu le temps de le saisir. Alors, en ce qui me concerne, c'est une présentation qui est faite au niveau de ce qui se passe en France et je dois dire que nous avons été très rapidement dans le discours présidentiel. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, c'est que nous avons une verticalité qui est importante et à partir du moment où le discours présidentiel a indiqué qu'il y aurait personne qui serait laissé sur le bord de la route et surtout, ce qui était encore plus important, que il y aurait prise en charge de toutes les demandes en précisant qu'il n'y avait pas de limite dans le budget pour pouvoir assurer la sauvegarde des entreprises, eh bien, ça a faussé un peu le principe même de ce que pouvaient être, dans un premier temps, les règles de l'insolvabilité. Parce que le principe a été de dire, normalement, on va exclure de ce bénéfice qu'a été les prêts garantis par l'État, les prêts participatifs, la prise en charge du chômage partiel, l'ensemble n'était accordé qu'aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté normalement, antérieurement à la crise Covid. Donc celle-ci devait être exclue du bénéfice de ces opérations-là, mais finalement, plusieurs ordonnances ont été prises par la suite pour pouvoir apporter quand même un soutien aux entreprises qui étaient soit en plan de continuation, soit en redressement judiciaire, parce qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas les exclure comme celle-là. Alors, plusieurs ordonnances ont été prises et la première d'entre elles, c'est l'ordonnance 2020-306. Il y a cette ordonnance qui avait pour but, et ça a été le point principal, de dire d'abord qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir proroger les délais qui ont été échus durant la période du Covid. Qu'est-ce qu'on appelle cette période juridiquement protégée? Cette période juridiquement protégée, c'est celle qui a commencé, c'est très précis chez nous, à compter du 12 mars pour se terminer à la fin de la crise sanitaire. Nous avons demandé sur la partie juridique quand est-ce que l'on pouvait considérer sur un plan juridique la fin de la crise sanitaire. On a considéré au départ que c'était le 11 juillet, donc c'était la période des 4 mois postérieurs à la mise en place, des 3 mois d'ailleurs, à la mise en place
de la procédure de crise sanitaire. Il faut savoir que cette disposition est importante parce que l'ensemble des délais, en fait, ont été suspendus afin que, pendant la partie qui va être finalement, et par prudence, du fait de l'interprétation des textes, nous retenons en France la date du 24 juin. Cette période est une période qui a été sanctuarisée. Pendant cette période-là, il n'est pas possible de faire délivrer des commandements, de faire délivrer des assignations, de faire délivrer des demandes en liquidation judiciaire ou en ouverture de procédure collective dans le seul but de pouvoir protéger les sociétés. Ce point est important parce que, si vous voulez, ça a en fait indiqué que dans la période considérée, notamment si l'entreprise était en difficulté et était en état de cessation des paiements, à partir du moment où au 12 mars, elle n'était pas considérée directement en état de cessation des paiements, parce que cet état de cessation des paiements chez nous, c'est lorsque l'actif disponible ne couvre pas le passif exigible. À partir de ce moment-là, on considérait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, car l'état de cessation des paiements nous impose en France de déposer le bilan dans les 45 jours qui suivent la constatation de cet état. Et là, on a indiqué ces 45 jours ne pourront pas jouer pendant la période du 12 mars au 11 juillet, mais nous avons retenu, nous juristes, celle du 24 juin, parce que les 45 jours vont jouer après la crise sanitaire et non pas pendant la crise sanitaire. Ce point était important. De la même manière, cette prorogation de délai de 3 mois supplémentaires. Pourquoi 3 mois supplémentaires? Parce que vous avez la crise sanitaire plus 1 mois, plus 2 mois procédural. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'il va y avoir, par exemple, une constatation de cessation des paiements qui va être faite au 24 juin, mettons, eh bien, les derniers délais pour pouvoir déposer son bilan sera on rajoute 3 mois, au 24 septembre. À partir de là, les sanctions pourraient être prises, mais antérieurement, on ne peut pas. De la même manière, le législateur, par voie d'ordonnance, a entendu mettre des dispositions particulières sur tout ce qui concerne les délais de revendication. Parce que là aussi, nous avons importé en France la situation allemande qui était de la réserve de propriété, à laquelle nous n'étions pas habitués. Et cette réserve de propriété fait que vous devez revendiquer les biens qui se trouvent dans l'entreprise dans un délai extrêmement court, qui est généralement de 15 jours, fait par l'intermédiaire d'une requête auprès du président du tribunal. Là également, les délais ont été reportés et en fait, vous avez un ensemble de dispositions particulières qui ont été prises sur des sujets liés à l'ouverture de la procédure collective ou pendant les procédures collectives. Ça a été les premières ordonnances qui ont été prises. Une deuxième ordonnance a été prise, outre les délais qui ont été mis en place. Il était nécessaire de pouvoir faire des transferts de compétences territoriales. Alors, ce point est important parce qu'il y a une organisation en France qui fait qu'on rattache les actions à un tribunal et ces tribunaux, parfois, notamment pour les tribunaux de commerce, ne sont pas spécialisés dans les matières, ce qui fait que parfois on a la nécessité de déplacer le lieu de l'ouverture de la procédure. Et là, il y avait cette difficulté que certains tribunaux ont été carrément fermés, purement et simplement. Donc, il y a eu une mise en place de transfert de compétences territoriales justement pour ces tribunaux qui n'étaient dans l'incapacité de pouvoir travailler et fonctionner. Et de la même manière, les affaires qui ne pouvaient être plaidées, afin d'éviter qu'elles ne soient retirées de leur rôle, eh bien, les renvois ont été en fait systématiques et les annulations qui pouvaient être prononcées du fait de ces renvois qui n'étaient pas contradictoires ou qui n'avaient pas été sollicités, là également, cette sanction a été suspendue.
Les audiences, la plupart du temps, les audiences ont été assurées devant les tribunaux par des juges uniques et il faut savoir que ces audiences virtuelles ont été une nouveauté en matière de procédure, notamment commerciale, parce que alors que nous disposons d'un réseau en France intégré qu'on appelle le réseau privé pour les avocats à l'égard des tribunaux, ces réseaux n'ont pas fonctionné dans cette notion de visioconférence. Il y en a eu très peu, alors que les tribunaux de commerce se sont facilement organisés pour pouvoir tenir des audiences en visioconférence pour permettre l'ouverture de ces procédures collectives et notamment de faire face très rapidement à ce qu'était la mise en cause des AGS, qu'on appelle l'assurance garantie des salaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a une disposition qui prévoit que si, à l'ouverture de la liquidation judiciaire, vous n'avez pas donné dans les 15 jours l'état des salariés, ceux-ci ne seront pas pris en charge par les assurances salaires. Ce point est très important parce que, bien évidemment, ça met dans l'embarras et surtout, ça prive de toute indemnisation les salariés qui se trouvent de fait licenciés par l'ouverture d'une procédure collective. Ça a été la deuxième ordonnance qui a été prise parce qu'elles se sont, au fur et à mesure, et c'est ce que je précise, elles se sont au fur et à mesure organisées en fonction à chaque fois de la situation et des événements. C'est-à-dire que le gouvernement a été autorisé à légiférer par voie d'ordonnance pour pouvoir réagir immédiatement à une situation qui n'avait pas été prévue préalablement. C'est une souplesse qui est donnée pour éviter d'avoir à réunir le Parlement pour pouvoir provoquer à chaque fois une loi. Ces ordonnances ensuite, post-Covid et en ce moment, sont en train d'être validées au fur et à mesure par des éléments et par des lois qui ont été prises en place. Alors, si on vient maintenant sur l'ordonnance 341, toujours de 2020, sur le sujet propre aux procédures collectives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'état d'urgence, donc c'est cette période du 12 mars au 24 juin qui va être ensuite prolongé de 3 mois et ce délai va permettre de pouvoir d'abord permettre de considérer que l'état de cessation des paiements est lui-même décalé. Avoir la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une conciliation et d'une sauvegarde. Il faut savoir que jusqu'à présent, la sauvegarde est quelque chose qui est un point très important dans le panel des mesures que nous pouvons prendre face à une entreprise en difficulté. On a essayé de pouvoir développer à l'époque la prévention plutôt que la procédure collective. Mais quand vous voulez développer la prévention, il faut utiliser une mesure que l'on appelle la sauvegarde. Cette sauvegarde, elle permet de dire « je vais avoir des difficultés, non pas maintenant, mais dans 8 mois, avec mon plan de trésorerie, et dans ces conditions-là, je demande l'ouverture de cette procédure de sauvegarde. » C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore en état de cessation des paiements. Peut-être vous allez le devenir. On n'en est pas sûr. Mais en ouvrant une sauvegarde, ça vous permet à ce moment-là de geler votre passif. Et ça, c'est extrêmement important. Alors bien sûr, comme on dit chaque fois chez nous en France, il est évident que ceux qui assurent les frais du redressement, ce sont les créanciers. Parce que quand vous mettez en place une mesure de sauvegarde, vous gelez la totalité des dettes et ça vous donne le souffle et l'air suffisant pour pouvoir redémarrer. C'est la même chose que la procédure de conciliation, mais la procédure de conciliation impose, je dirais, un contradictoire avec votre créancier, alors que la sauvegarde, pas du tout. La sauvegarde, d'ailleurs, j'avais fait un article, entre parenthèses, vis-à-vis des avocats qui sont installés en société commerciale pour leur dire la sauvegarde est faite pour vous aussi, parce que vous allez connaître des difficultés et ce n'est pas une infamie aujourd'hui que de se mettre en sauvegarde, simplement ça correspond entre guillemets au chapter 11, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une phase de redressement futur, avec une activité future. Et donc c'est cela, en cela
où les délais qui étaient imposés, là également, ont été suspendus. Impossibilité pour les créanciers de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation. Là aussi, c'est un point important parce qu'il faut savoir que lorsque vous n'arrivez pas à obtenir un règlement d'une société commerciale, soit parce qu'elle se fait tirer l'oreille, soit parce qu'il y a manifestement une mauvaise foi, on avait l'habitude à l'époque de mettre une assignation en redressement judiciaire ou en liquidation et ça faisait l'effet d'un électrochoc parce que immédiatement, compte tenu du fait que la Banque de France en est informée qu'il y a un risque de votre notation bancaire et les conséquences sont relativement graves, vous obteniez satisfaction, à savoir que la société essayait de trouver un arrangement avec vous, voire même de payer sa créance. Donc là également, pour éviter cette période où on a connu énormément d'impayés, et notamment lorsque notre président a dit vous pouvez également vous exclure du règlement des loyers, les sociétés ont compris que c'était leurs loyers commerciaux qui pouvaient en fait éviter de régler. Certains ont dit c'est suspendu, d'autres ont dit non, non, le président a dit on ne paye plus. Alors les procès en matière de procédure sur les règlements des loyers, c'est une manne parce que bien évidemment, ce n'est pas du tout le sens de l'histoire, ce n'est pas du tout le sens de ce qui a été dit. C'est que oui, il y avait une possibilité d'en demander éventuellement les suspensions ou d'en demander de pouvoir le reporter en fin de bail, mais il n'a jamais été prévu de pouvoir les annuler. Néanmoins, cette ordonnance, pour éviter ce qu'on appelle le commandement de payer, eh bien, on a indiqué qu'il y avait purement et simplement la suspension de ces procédures particulières liées au baux. Parce que je ne sais pas si dans vos pays c'est la même chose que ce que nous avons en France, la valeur d'une entreprise dépend également de son fonds de commerce. Et dans le fonds de commerce, notamment quand vous avez un magasin sur les Champs-Élysées, il faut savoir que vous avez entre 15 à 20% de votre chiffre d'affaires qui est consacré au montant du loyer parce qu'on est sur des prix au mètre carré qui sont entre 20 et 25 000 euros le mètre carré. Donc, si vous voulez, c'est explosif. Ça donne des loyers explosifs. Et si vous n'encaissez pas et si vous ne faites pas de commerce, c'est totalement une occasion de pouvoir périr définitivement. Voilà. Alors, c'est cette adaptation des délais de procédure qui a été envisagée pour pouvoir donner le souffle nécessaire. Et elle a été poursuivie avec également des éléments qui étaient importants, à savoir l'accélération de la prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, des AGS. Les garanties des AGS, en fait, ce sont la prise en charge par une mutualisation en fait, du secteur social pour pouvoir assurer le paiement des salaires qui n'auraient pas été réglés durant la période de la liquidation judiciaire. Alors ça, il était important de pouvoir le mettre en place parce que, outre la situation des sociétés liquidées, il y a eu, comme pour beaucoup d'autres pays, le règlement et la mise en place de chômage partiel, ou travail, c'est chômage partiel, qui, en fait, dans les premiers mois, et notamment le mois de mars, a donné la possibilité, mars et avril, a donné la possibilité au gouvernement d'assurer 84% du salaire brut des salariés, laissant simplement 16% à l'entreprise. C'est quelque chose d'énorme. Ça a créé à la fois une charge pour l'État qui est conséquente parce que venait se doubler de cette manière-là également la suspension des charges sociales. Vous savez que les charges sociales en France sont relativement sont très élevées puisqu'elles correspondent généralement à 40% du montant du salaire qui est versé et donc celles-ci aussi ont été reportées. On a également permis un point important dans le cadre des périodes d'observation pour les procédures qui ont été ouvertes. Dans le cadre de la période d'observation, il faut savoir qu'on a une nécessité, c'est de fixer à chaque fois que l'entreprise se met en observation dans le redressement judiciaire, on ouvre une période de 4 mois à chaque fois pour pouvoir vérifier la façon dont l'entreprise évolue.
ça impose à chaque fois des audiences de 4 mois. Celles-ci aussi ont été supprimées et c'est ce que je vous ai dit, période d'observation, elle s'est poursuivie jusqu'à son terme sans avoir ces relais nécessaires. Voilà, alors il y a, ces mesures ont été prises, si vous voulez, pour pouvoir éviter les difficultés des entreprises, mais qu'est-ce que l'on constate au moment où je vous parle, y compris d'ailleurs pour certains très beaux cabinets d'avocats ou de conseils, lesquels ont été affectés par la crise. C'est que, en ce moment, nous sommes encore avec, je dirais, une perfusion qui est assurée et qui nous permet et qui permet aux entreprises de tenir, puisque le chômage partiel continue, mais la vague, s'il y en a une, est attendue pour le mois de septembre, c'est-à-dire à la rentrée. Pourquoi? Parce que un bien important et culturel a été maintenu pour la France et on n'a pas osé le supprimer au moment où il y a eu la reprise, ce sont les vacances. Donc, vous avez, ça c'est sacré comme on dit, c'est sacré, il ne faut pas y toucher. Donc, oui, on va connaître cette situation de démarrage qui est relativement difficile. On connaît un démarrage difficile. Nos clients ont connu beaucoup de difficultés, sauf ceux qui étaient dans le commerce en ligne ou le commerce de proximité, qui a pu quand même un peu tirer son épingle du jeu. Mais face à ces difficultés, avec un mois d'août qui arrive où généralement on ne fait rien, vous avez un risque d'une accélération de ces procédures à partir du mois de septembre prochain et on reste très vigilant. Il est évident que toutes ces incertitudes, l'incertitude où hier je regardais que l'Allemagne allait reconfiner, il faut nous dire si c'est vrai ou pas dans certains secteurs, c'est une catastrophe économique. On ne pourra pas tenir dans une situation comme celle-là parce que même les lois sur les procédures collectives n'apportent pas une réponse à un sujet auquel nos clients sont relativement sensibles. C'est de dire l'État vous a accordé un prêt garanti. Il accorde un prêt garanti représentant 25% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas payer ce prêt et je dépose le bilan? Est-ce qu'on va venir me rechercher pour un comblement de passif? Est-ce qu'on va venir voir si la demande de prêt a été faite de mauvaise foi? Est-ce qu'on peut me dire que finalement, eh bien, j'aurais dû ne pas le solliciter et vous savez, par la sanction qui peut être prise, ça va mettre ensuite une charge ou une responsabilité personnelle sur le dirigeant d'entreprise, parce que c'est ce qu'on appelle la chambre du conseil. Toutes ces questions, eh bien, nous n'avons pas la solution. Et certains de mes clients étant en difficulté, mais en disant qu'est-ce qui va se passer et si je dépose le bilan, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, n'ont pas sollicité ce prêt garanti par l'État et ça laisse une ouverture aujourd'hui à d'autres dispositions qui devront être obligatoirement prises dans le cadre de l'insolvabilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris un peu de temps quand même. Volker, je te laisse la parole. J'en ai terminé, j'ai donné mes informations avec les ordonnances correspondantes. Nous t'écoutons. Et pardonne-moi, j'étais un peu long. C'était un grand plaisir de t'écouter comme toujours, Hervé. Et donc, j'aurais pu suivre encore pendant des heures maintenant. Mais malheureusement, c'est maintenant l'autre partie, malheureusement pour le public, pour tous qui nous écoutent. Bonjour à tous et je suis très content d'avoir vu dans la liste des participants aussi des amis du Maroc. Hervé, la dernière fois, on s'est vu à Casablanca. Et exact. L'indépendance des avocats qu'on a parlé. Mais aujourd'hui, le droit de faillite, un peu imprévu, mais maintenant, c'est ça. Tu as dit tout à l'heure, l'Allemagne est considérée comme un exemple, donc j'ai repris ça dans mon titre. Et le plus important dans ce titre, c'est le point d'interrogation, évidemment. L'Allemagne, un exemple. On va voir, on va voir. J'ai essayé, Colette, de mettre un peu en avant. Ah, super. Donc, là, c'est en fait la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, la Chine en forme, c'était pas le 19, c'était le 31 décembre, c'est ma faute.
la Chine informe l'OMS sur le virus. Le virus est appelé COVID-19 le 11 février. Et en Allemagne, c'est arrivé quelques très petits cas, 5 personnes en janvier. Après, ça a continué en février. Le 11 mars, on déclare l'épidémie devient une pandémie. Et le 12 mars, Angela Merkel est devant les caméras pour déclarer au peuple que maintenant, ça devient vraiment sérieux. Elle était annoncée pour 6 heures du soir, elle est apparue à 9 heures du soir. Donc, on voit déjà, il y avait quelque chose de spécial. Le 13 mars, on a commencé les travaux au ministère de Justice pour le droit COVID-19, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été créées depuis, notamment la loi sur le droit de faillite. Le 20 mars, on avait le premier projet et le 27 mars, ça entrait déjà en vigueur. Donc, si on peut louer quelqu'un pour quelque chose, c'est qu'il faut dire, ils sont rapides. Ça, on peut dire. Bon, ça ne dit rien sur le contenu, mais au moins ils sont rapides. Ça, c'est déjà pas mal. J'essaie de passer sur l'autre page. Ce n'est pas si évident. Ah, merci. Donc, le 27 mars 2020. Mais peut-être avant le 27 mars 2020, je devrais retenir une autre date. C'est le 3 janvier 2013. Parce que le 3 janvier 2013, on avait publié un rapport du gouvernement allemand sur la situation de la sécurité de santé en Allemagne. Et dans ce rapport de janvier 2013, on parle d'un virus qui s'appelle Corona. Et si on lit ce rapport qui était publié à cette époque, c'était un rapport du gouvernement pour le Parlement. Donc, c'est public, on peut lire. Il prévoit plus ou moins exactement ce qui s'est passé. Il y a le virus s'appelle Corona, le virus apparaît quelque part dans la région asiatique, ça arrive en Allemagne, ils sont surpris, il n'y a aucune mesure qui a été prise, mais finalement, ça termine avec 8 millions de personnes mortes. Là, au moins, il y a une différence. Mais sinon, c'est très bien prévu, en fait, dans ce papier. Et c'est une des raisons pourquoi on peut réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'État pour tout ce qui s'est passé? Parce que si on avait retenu ce qu'on avait écrit eux-mêmes en janvier 2013, peut-être on aurait pu éviter toute la situation. Mais on ne l'a pas fait, on a commencé le 12 mars. Il faut retenir que la situation normale pour le droit de faillite, en Allemagne, ils sont très stricts. Et Hervé, vous avez 3 mois pour déposer le bilan. En France, nous, on a 3 semaines. Évidemment, on a 21 jours. Donc, je découvre le matin qu'il y a un problème avec mon entreprise et j'ai maximum 3 semaines. Si je n'arrive pas à tenir les 3 semaines, et les gens n'arrivent pas, il faut dire, parce qu'on connaît assez bien les chiffres, tous les cas de droit de faillite qui passent au tribunal passent après au procureur d'État. Tous les cas de faillite passent au procureur d'État. Et il peut voir dans le rapport de l'administration de faillite, il peut voir exactement est-ce qu'ils ont déposé le bilan à l'heure ou est-ce qu'il y avait un retard. Donc, il y a un quota où on trouve les délits, si jamais il y en a, de plus de 99%. C'est un crime qui est découvert dans plus de 99% des cas. Pas mal déjà. Et il faut dire que sur tous les cas de droit de faillite, 70 à 80% des cas, on est trop tard. Donc, c'est un délit super fréquent. Et si jamais ce délit est là, on découvre le délit, on est assez sévère parce que, donc, on suit toujours le manager, l'administration, on suit toujours. Et il y a donc un cas pénal, il y a une infraction pénale qui est poursuivie aussi dans la pratique. Il y a une responsabilité civile parce que
si jamais elle aurait dû déposer le bilan le 13 août 2019 et elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle est responsable pour toutes les dépenses après, toutes les dépenses pour les employés, pour les loyers, pour ce qu'il a acheté, pour tout ce que vous imaginez. Elle est responsable, ça veut dire qu'elle doit rembourser tout ce qu'il a dépensé après cette date au administrateur de la procédure après, de faillite. Donc, c'est très sévère aussi dans la conséquence civile. Et en plus, on a une incapacité d'être gérant d'une quelconque entreprise pendant 5 ans. Donc, si jamais il est trop tard, il a 3 très graves conséquences sur le plan pénal, sur le plan civil et dans l'incapacité de reprendre n'importe quelle gérance dans n'importe quelle entreprise. Donc, c'est très, très sévèrement puni. Et le délai de 3 semaines, c'est très, très court. Et maintenant, on arrive avec une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi dit, pas grave si tu ne déposes pas le bilan à temps. Tu peux te laisser du temps parce que l'obligation de déposer le bilan est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020. Parce que, Hervé, chez nous, la crise sanitaire n'est pas terminée le 11 juillet, mais au moins ça dure jusqu'au 30 septembre. Et en fait, on dit plus ou moins que ça va se passer en vague, non? C'est parce que jusqu'à ce qu'on trouve un médicament contre COVID-19, ça va durer. Donc, il y a les hauts, les bas et on verra. Donc, c'est suspendu jusqu'au 30 septembre et le ministère de Justice a le droit de suspendre encore plus jusqu'au 31 mars 2021. Donc, dans ce temps-là, ce n'est pas la peine de déposer le bilan pour les entreprises qui remplissent 2 conditions. La première condition, c'est que la crise de l'entreprise est due à la pandémie. La crise doit être due à la pandémie. Deuxième condition, c'est la prévision que l'entreprise peut sortir de l'insolvabilité. Ça, c'est les 2 conditions. Si jamais ils peuvent de toute façon plus jamais sortir de l'insolvabilité, donc c'est pas grave, ils peuvent déjà directement déposer le bilan, on dit. Et la deuxième chose, que la crise de l'entreprise est due à la pandémie. Maintenant, ça nous semble plus ou moins évident, qu'est-ce qui est dû à la pandémie, mais regardons en détail, ça devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qui est dû à la pandémie? Imagine les entreprises qui peuvent maintenant faire la réouverture et qui sont ouverts et donc, en théorie, ils peuvent vendre comme avant. Tu achètes tes vêtements comme avant, mais la vérité, c'est que tu fais un peu de queue devant le magasin parce qu'ils ont juste le droit de laisser entrer un certain nombre de personnes. Les gens qui entrent, ils ont tous des masques et les vendeurs, ils sont là, ils te disent bonjour. Après, ils te disent, mais ne pas s'approcher trop. Et donc, le plaisir qu'ont les gens qui font des achats, on fait plus des achats parce qu'on est nu et on a froid, mais on fait des achats pour le shopping, non? Au moins, j'ai entendu parler de ça. Et donc, où est le plaisir du shopping? Tu portes ton masque, tu fais la queue et les vendeurs ils disent ne pas s'approcher. Donc, évidemment, le chiffre d'affaires baisse. Est-ce que c'est dû à la pandémie? Si jamais tu as une entreprise, ton chiffre d'affaires a baissé. Est-ce que c'est dû à la pandémie? Parce que tu peux vendre, en théorie, tu as le droit de vendre. Ou bien, tu as parlé, vous deux, vous avez parlé de la chômage, comment est le mot en français? Le chômage partiel, je crois. Donc, oui. C'est l'allocation de courte durée, je crois, c'est le bon mot. Donc, c'est les employés qui sont en fait plus actifs. Et donc, en Allemagne, ils reçoivent pendant ce temps-là, si c'est mis à 0, donc ils ne font plus rien, ils ne travaillent plus, tu peux recevoir de l'État 60% de son salaire. Si tu as des enfants, tu reçois 67%. Et à partir du 5e mois, tu reçois 70%. Et si tu as des enfants, tu reçois
77% de ton salaire. Mais regarde autour, les gens qu'on connaît, ou les gens que moi je connais, ils vivent pas de 60% de leur salaire, mais plutôt de 110% de leur salaire. Donc, évidemment, ils n'ont plus la même possibilité d'achat. Et est-ce que si jamais il y a moins de demandes dans quelques secteurs, parce que les gens n'ont plus d'argent, est-ce que c'est maintenant dû à la pandémie, la crise de l'entreprise, ou est-ce que c'est quelles sont les raisons? Est-ce que la pandémie doit être l'unique raison, ou est-ce qu'il y a un mix de raisons? Normalement, il y a toujours un mix de raisons. Combien de pourcents de la raison de la crise doit être due à la pandémie? Tu as, en fait, si tu regardes en détail, ça devient de plus en plus difficile d'identifier est-ce que c'est une entreprise qui a le droit de suspendre l'obligation de déposer le bilan, ou est-ce que c'est une entreprise qui tombe dans l'ancien régime avec une très forte punition si jamais tu rates le bon jour. Donc, les Allemands, ils essaient toujours d'être très justes et très exacts et donner beaucoup de nuances, mais à la fin, dans toutes ces nuances, c'est la Cour suprême qui va nous dire dans 5 ans, est-ce que dans le cas échéant de cette entreprise-là, est-ce qu'ils ont eu le droit de ne pas déposer le bilan jusqu'en mars 2021 ou est-ce qu'ils n'ont pas pu profiter de la suspension en fait? Et donc, il est très fortement puni. Ça, c'est la juridiction qui va nous dire un jour. La conséquence, si jamais tu laisses les entreprises en suspens de l'obligation de déposer le bilan, ça veut dire tu as une entreprise qui est en fait en insolvabilité. Ils n'ont pas d'argent, mais tu les laisses continuer. Ça s'appelle zombie. Bon, j'ai écrit zombie. Les entreprises, elles n'aiment pas trop ce mot-là, à vrai dire, mais c'est ça le terme technique, c'est un zombie. C'est une entreprise, elle est en fait plus vraiment vivante parce qu'elle n'arrive pas à tenir les obligations de paiement. Mais elle peut continuer parce que la politique l'invite à continuer. Quelle est la conséquence de ça? Si tu as des zombies, de plus en plus de zombies sur le marché, des entreprises qui ne peuvent pas payer, ça veut dire ce gérant-là, ce matin, aujourd'hui, je reprends déjà notre cher président, pour lui c'est le matin, il commande quelque chose, il commande un bien. Mais en commandant le bien, ils doivent se rendre compte qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas garantir de payer. C'est possible qu'ils n'arrivent pas à payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est un crime, c'est un délit. Donc, il y a un cas, une infraction pénale qui est faite. Tu envoies les entreprises parce que tu dis, c'est pas la peine que tu déposes le bilan, reviens chez nous en avril 2021. Mais en fait, chaque jour, il fait une infraction pénale parce qu'il commande des choses et il ne peut pas garantir s'il arrive à payer. Ça, c'est une chose pénale. Donc, on donne l'impression que c'est possible pour lui de continuer, mais en fait, sur le plan de vue pénal, c'est impossible de continuer. Il y a plusieurs lois spéciales maintenant. Je ne vais pas trop compter sur la patience de notre audience parce qu'elle est déjà 5h30, mais juste très bref, on a fait encore une autre loi pour l'atténuation des conséquences de la pandémie. C'est une série de lois en fait en Allemagne concernant le secteur événementiel, ça veut dire le théâtre, le concert, et c'est tombé à l'eau. Tu as déjà acheté un ticket et maintenant l'entreprise, le théâtre par exemple, ils ont le droit de te donner un bon. Ils ne te donnent pas l'argent. Tu as payé 200 € pour participer dans ce concert. Le concert tombe à l'eau. Normalement, ils devraient te rembourser l'argent. Mais ils ont le droit, à partir de cette loi-là, ils ont le droit de te donner une pièce de papier, un bon. Et le bon, tu peux l'utiliser jusqu'à fin 2021. Mais tu ne peux pas réclamer l'argent avant fin 2021. Ça veut dire, en fait, tu donnes un crédit forcé. Tu es le client, tu donnes un crédit forcé. Tu n'as pas la possibilité
de reprendre l'argent. En fait, l'Allemagne voulait faire la même chose pour le secteur de voyage. Tu voulais faire un voyage en avion quelque part et c'est tombé à l'eau. Maintenant, normalement, tu as le droit de récupérer l'argent, mais l'Allemagne voulait là aussi faire la solution que les grandes entreprises, elles peuvent seulement donner un bon, une pièce de papier, mais l'Union européenne les a arrêtés avec ça. L'Union européenne, parce que c'est le droit européen en fait, l'Union européenne dit, OK, vous pouvez faire une loi sur un bon, mais le bon n'est pas obligatoire, mais il est volontaire. Ça veut dire le Lufthansa et Air France en Allemagne, ils peuvent venir chez les clients, ils peuvent dire, normalement, on devrait te rembourser 2500 €. Est-ce que tu veux un bon ou est-ce que tu veux l'argent? Si tu as un bon, c'est assuré pour le cas de notre faillite. Et donc, le public peut choisir. Ça, c'est les 3 lois. Et dans les lois, évidemment, il y a beaucoup de règlements. Par exemple, aussi, on a le règlement des loyers suspendus. Hervé, tu avais parlé de ça. Et en Allemagne aussi, tu peux suspendre le loyer pendant 3 mois. Et tu as aussi un genre de moratoire aussi pour 3 mois, mais si c'est raisonnable. Évidemment, personne ne sait qu'est-ce qui est raisonnable. Point de vue des clients, c'est raisonnable de ne pas payer le loyer et quelque chose d'autre. Point de vue du propriétaire, c'est raisonnable de payer. Donc, super, parce que pour nous, les juristes, les avocats, il y a tellement de possibilités de faire du contentieux et tout ça. C'est vraiment une superbe occasion d'avoir une telle pandémie et de telles lois. Quel est le résumé de tout ça? En fait, en Allemagne, les procédures ne sont pas nécessairement suspendues. Il y en a qui sont suspendues. J'étais dans un procès pénal qui est un très grand procès pénal et le juge, quand il a vu qu'il y a la pandémie, il a dit « Waouh, il y a la pandémie, ouf !» Il a dit « Maintenant, c'est trop compliqué de continuer cette procédure. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes tous d'accord pour arrêter cette procédure ?» Et nous tous, on a dit « Oui, d'accord. » Et donc, évidemment, la pandémie, souvent, c'est la chance. C'est une bonne raison. C'est toujours une bonne raison pour tout le monde de faire ce qu'ils veulent faire. Aussi pour le gouvernement, d'ailleurs, Hervé, tu l'as dit, Angela Merkel, elle est très contente parce que dans l'état d'urgence, c'est le gouvernement qui prend le pouvoir. C'est une règle, je crois, globale. Carl Schmitt a écrit sur ça dans la théologie de politique. Il a écrit « Souverain est la personne qui décide en cas d'urgence ». C'est la première phrase dans ce bouquin-là. Il veut dire, en fait, il y a le Parlement, tu as le Montesquieu, évidemment, tu as la législation et la juridiction, et tu as aussi l'exécutif. Mais qui décide dans l'état d'urgence? Et c'est les gouvernements qui décident. Donc, les gouvernements sont contents. Il y a une pandémie, c'est super. Ils ont beaucoup plus de pouvoir que jamais avant. Le Parlement, il passe n'importe quelle loi à la vitesse. Tu présentes une loi, le Parlement dit « OK ». Le Parlement de Mme Merkel, Mme Merkel dit est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, libérer 750 milliards d'euros? Et ils disent OK. Et ils ne posent pas plus de questions. Et évidemment, l'argent n'était pas là avant d'ailleurs. C'est l'argent de nos enfants. Ce n'est pas l'argent qui était là qu'on dépense. C'est l'argent de nos enfants qu'on dépense. Mais la politique est contente parce que comme ça, le peuple est content avec eux. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Personne ne remarque ça pour l'instant. Et le gouvernement est fortifié. Et donc, pour eux, c'est bien. Et pour nous, en fait, une petite partie de l'argent est aussi raisonnablement dépensée. Par exemple, on a découvert finalement que le réseau téléphonique en Allemagne est dans un très grave état et que le réseau d'Internet en Allemagne, c'est aussi dans un très grave état. Et donc, on donne l'argent pour améliorer. J'aurais pu dire au gouvernement ça même sans pandémie. Mais maintenant, avec la pandémie, ils ont vu ça.
et donc ils investissent l'argent, ça c'est bien. J'ai plus d'adresses Internet des juges que jamais avant, ça c'est bien. Donc la communication avec les juges, avec tout le monde est facilitée. Et surtout, au sein de l'UIA, on a la possibilité de se voir plus souvent dû au webinaire. Et ça, c'est vraiment super. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Alors, je crois que peut-être on peut s'accorder juste quelques minutes pour les questions. Si Colette est avec nous, moi, je n'ai eu que quelques questions sur mon iPad. J'arrive à les voir et je vois qu'André a répondu. Est-ce que vous en avez d'autres, Colette, si vous nous entendez? Alors oui, je vois que André a déjà répondu à plusieurs questions. Je regarde si certaines sont répondues. Alors, on en a une dernière de Robert Hurst de Londres qui nous demande est-ce que la CGEU pourrait rétrospectivement déclarer que l'assistance gouvernementale n'était pas légale? Elle est interdite par les lois de concurrence de l'Union européenne. Sur ça, je dois dire que la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et le Parlement ont rédigé une recommandation juste au début 13 mars, je crois, en disant que les aides d'État pour la pandémie ne seront pas prosécues tant que des aides illégales. Donc, c'est une recommandation officielle donnée pour les institutions européennes, disant si les États veulent aider les entreprises avec Covid, ils peuvent le faire. Donc, je doute que le tribunal de justice peut juger des aides, etc. Le problème sera fixé si l'aide était directement liée au Covid ou pas. Oui. Parce que s'il n'est pas lié au Covid, ça sera le système général normal. Mais si c'est lié au Covid, il y a quand même une protection parce qu'il y a eu une recommandation du mois de mars. Oui, effectivement, l'Union européenne, c'est à partir de cette recommandation-là que Air France a été recapitalisé de 7 milliards et que Renault sera recapitalisé de 3 milliards. Normalement, si on était dans un régime normal, il y aurait ce qu'on appelle une distorsion de concurrence, mais là, ça a été mis entre parenthèses par l'effet Covid. Alors, on peut s'interroger un peu sur Renault, qui n'allait pas très fort, mais bon, Air France, ça allait mieux. Et ce qui est terrible, c'est que par exemple, Airbus, qui avait un carnet de commandes rempli pour presque, je crois, les 3 ou 4 années qui arrivaient, la plupart des commandes ont été annulées, ce qui est impensable, ce qui fait qu'elle se trouve dans une situation de difficulté qui était impensable avant l'effet Covid. Donc oui, les gouvernements vont avoir la possibilité de soutenir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'en l'état, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une autre question. On va essayer de respecter les délais que nous nous imposons, même si on déborde de temps en temps. Je crois, Colette, que l'on peut clore ce webinaire qui a été une nouveauté pour moi, que je ne connaissais pas. Je prends la parole dernier, non pas parce que je souhaite imprimer l'importance de ce que je vais dire, mais simplement parce que, en tant que modérateur, je voulais tous vous remercier, à la fois les intervenants et les participants qui sont muets, mais que l'on voit à travers leurs questions. Eh bien, je voulais vous remercier de cette fidélité. C'est l'esprit UIA, c'est cet esprit auquel on s'attache, à la fois de la scientifique, mais également échanger pour savoir ce qui se passe dans nos pays. On va multiplier ce type de communication parce que l'effet Covid a eu quand même un point important. C'est vrai que nous avons sillonné la terre entière et je ne m'en plaindrai pas parce que c'est grâce à l'UIA que j'ai découvert de nombreux pays, mais ça remet un peu en question et en perspective les questions que nous pouvons nous poser, l'intervention que nous pouvons avoir et le fait que ces manières de communiquer impliquent effectivement une réactivité plus importante et on va s'attacher à tous ces éléments-là. Notre congrès sera virtuel, vous le savez, mais j'ai grand plaisir, j'espère, à vous retrouver
prochainement. Et en tous les cas, le prochain congrès, qui sera, lui, non pas virtuel, mais j'espère réel, se tiendra au Mexique, à Guadalajara, puisqu'on a eu cette année de décalage. Je vous remercie à tous. Si vous avez quelque chose à rajouter, Colette, sur un plan administratif, je vous laisse la parole. Sinon, je vous dis à tous à très bientôt et merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir surtout participé. Vous étiez 84 inscrits. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bye.